Vous êtes bien dans une session business qui parle de go-to-market. Je me présente, je m'appelle Nicolas Coudière, je fais partie de l'équipe d'accompagnement des startups chez AWS. Je m'occupe spécifiquement de la relation avec les venture capitalistes, les fonds d'investissement français, et les startups dans lesquelles ils investissent. Le contenu de la session, ça va être dans une première partie un rapide panorama des différents programmes d'accompagnement sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire décoller votre go-to-market avec AWS. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, j'aurai le plaisir d'accueillir Romain Fouache, qui est VP Stratégie chez Dataiku, qui vous parlera de leur go-to-market et puis de la manière dont ils travaillent avec AWS aujourd'hui, donc pour illustrer la manière dont on peut s'appuyer. Et on sera honnête sur ce qui est facile et ce qui l'est moins quand on veut faire ça. Ensuite, je reprendrai la parole pour vous parler de AWS Marketplace, qui est une vraie opportunité de marché pour toutes les startups qui font du SaaS ou des produits techniques et qui peuvent être vendus aux clients d'AWS partout dans le monde. Et puis, j'inviterai sur scène Gary Cochrane, qui est en charge du business développement startup chez HubSpot, qui est une très grande startup américaine. Et qui là aussi vous parlera de la manière dont eux ont conçu leur go-to-market et vous présentera une manière assez innovante qu'ils ont eu de travailler avec nous et notamment avec toutes les startups qui participent au programme AWS Activate, qui est notre programme pour les startups, dont certains d'entre vous bénéficient certainement. Le but du jeu, c'est que ce soit relativement interactif, d'accord ? Donc, on a pas mal de contenu, donc on ne pourra pas prendre de questions pendant, mais n'oubliez pas que nous sommes complètement à votre disposition entre les sessions et puis bien entendu ce midi. Moi, je serai présent sur le stand AWS et toute l'équipe aussi, donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions, discuter ou nous dire à quel point nos sandwichs sont absolument excellents. Vous verrez, ça va être un bonheur. C'est parti. Donc, est-ce que dans la salle, il y a des entrepreneurs et des entrepreneuses qui font des produits B2C? D'accord. Okay, donc, je vais quand même parler rapidement de nos programmes B2C à la fin. Je vais commencer avec un premier programme qui s'appelle AWS Partner Network, qui est certainement un des plus importants parce que c'est vraiment ce programme-là qui vous permet d'avoir un label partenaire AWS officiel sur le marché. C'est la seule manière dont vous pouvez officiellement vous taguer d'être partenaire AWS. C'est le seul mode de partenariat qu'on reconnaît officiellement. Voilà, donc AWS Partner Network, APN. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'un partenariat technique et business. Comment ça marche ? En fonction du type de produit ou de service que vous fournissez, vous allez être référencé comme partenaire soit conseil, consulting partner, soit partenaire technologie, technology partner. So, typiquement, si vous vendez une solution SaaS, si vous vendez des frameworks, si vous vendez des produits techniques, vous serez vraisemblablement technology partner. Si au contraire, vous êtes plutôt une société de service, vous serez référencé en tant que consulting partner, tout simplement. La manière dont ça fonctionne ensuite, c'est qu'en fonction de vos connaissances techniques et des compétences que vous avez dans l'entreprise reconnues par des certifications, vous avez un niveau de partenariat plus ou moins avancé. D'accord ? Donc, pour être partner registered, c'est très très simple. Il suffit de s'inscrire sur le site web, d'avoir une solution qui tourne sur AWS naturellement, et vous entrez dans le réseau des partenaires officiels AWS. Vous bénéficiez de formations, vous bénéficiez de points de contact, de support via le web, etc., etc. Et puis si vous voulez vous impliquer davantage, on va vous demander des premières références clients et puis des premières compétences certifiées. Et vous pouvez devenir partenaire standard, puis advanced, puis premier. Et là, en général, plus vous montez, plus vous allez vous spécialiser. Ça veut dire que si on prend par exemple Dataiku, qui sera sur scène tout à l'heure, Dataiku est partner advanced en intelligence artificielle et machine learning. Vous voyez, donc en fonction de votre métier, vous allez pouvoir être référencé officiellement sur une compétence qui correspond à votre startup. Alors,
quand on monte dans les niveaux de partenariat, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir accès à différents programmes. Il y a un programme dédié à toutes les entreprises qui font du SaaS, et notamment les startups. Et donc, quand je dis programme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez bénéficier de budgets de co-marketing, donc des dollars pour faire de la com ou des événements. Vous pouvez être référencé dans notre portail central de partenaires, de manière à ce que quand on a des clients qui viennent sur nos sites web, vous fassiez partie des partenaires qui sont mis en avant sur ces compétences-là. Et puis, vous pouvez aussi être référencé sur l'AWS Marketplace. J'en parle pas immédiatement parce qu'on en parlera un petit peu plus en détail plus tard. D'accord. Donc voilà, donc ça, c'est le mode de partenariat privilégié pour toutes les boîtes qui font du B2B. Okay, B2C, j'y viens après. Sur ce, je vous présente Romain Fouache, qui est VP Stratégie chez Dataiku. J'espère que vous connaissez cette startup. Si ce n'est pas le cas, ce sera une excellente opportunité. Et qui va vous parler go-to-market chez Dataiku. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Romain Fouache, je suis vice-président en charge de la stratégie chez Dataiku. J'ai eu le mauvais goût de ne pas mettre des baskets aujourd'hui et je réalise que ça détonne pas mal avec pas mal de gens qui ont présenté. Et c'est peut-être pour ça qu'on est dans le placard à balai plutôt que d'être dans la grande salle en haut, mais je parle avec plaisir quand même. Pour commencer, qui d'entre vous connaît Dataiku dans la salle ? Ah, ça fait plaisir. C'est peut-être prendre une photo d'ailleurs. Pour ça, ça fait chaud au cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas, globalement, Dataiku, on a une solution qui part du principe que la totalité des décisions d'une entreprise peut et devrait être améliorée par de la donnée. Que malheureusement, pour faire ça, c'est pas trivial, et que si on regarde les facteurs clés de succès d'une bonne intégration des projets d'intelligence artificielle dans les opérations d'une société, on peut se poser la question de est-ce que ce qui est important, c'est de bien gérer ses infras, de bien s'y connecter, de bien les exploiter? Est-ce que ce qui est important, c'est d'avoir les meilleurs data scientists? Est-ce que ce qui est important, c'est d'avoir une parfaite connaissance des enjeux métiers? Ou est-ce que ce qui est important, c'est de savoir mêler tout ça dans les environnements SI dans lesquels on travaille d'habitude? Notre vision à Dataiku, c'est qu'en réalité, il faut tout. On ne peut pas se contenter de travailler sur un sujet ou sur un autre. Il n'y a pas de formule magique qui fasse qu'on puisse faire du machine learning qui a un impact intéressant et conséquent sur les opérations d'une société. Il faut l'intégralité pour être capable de créer de la valeur avec de l'IA. Et donc c'est pour ça qu'on a développé une plateforme de data science collaborative qui a pour objectif de permettre à l'ensemble des compétences essentielles au succès de ces projets-là de travailler ensemble. Donc vous allez pouvoir faire travailler ensemble des data scientists, des propriétaires métiers, des business analysts ou les gens de l'IT qui seront en charge in fine de mettre en production les innovations qui auront été faites. Globalement, ce qu'on cherche à faire, c'est à casser les silos. On parle beaucoup de silos de données dans nos métiers. On dit oui, il y a des données qui sont dans des silos, il faut les mettre ensemble. C'est effectivement un axe, c'est une composante importante, être capable de fédérer l'intégralité des données des systèmes, mais c'est aussi briser les silos d'expertise, puisqu'il faut savoir les rassembler pour être capable de passer de la donnée à la création de valeur métier, et aussi les silos de process, parce qu'entre avoir un data lab qui a un process pour générer des scripts Python qui font des innovations intéressantes et avoir une IA en production dans l'environnement quotidien d'une entreprise, il y a tout un ensemble d'éléments et de jalons qu'il faut être capable de passer. Donc c'est ce qu'on fait à Dataiku. On édite un logiciel qui s'appelle Dataiku DSS et qui vise à adresser l'ensemble de ces problématiques. Notre histoire. Messieurs. Dataiku a été fondée en 2013 à Paris. Donc on est une société qui est quasiment vieille par rapport à la plupart des gens que vous avez pu voir ce matin. Nous on a l'impression qu'on a grandi très vite, mais on se rend compte que tout est relatif quand on entend parler d'autres success stories. Créée en 2013, la première bêta dans la première année. Premier client en 2014, et on a eu une belle croissance pour une société comme la nôtre depuis cette époque-là. On a rapidement atteint les 20 employés, on est près de 200 aujourd'hui. On a eu un total de levée de fonds d'environ 45 millions de dollars, avec une première levée de fonds relativement tardive finalement pour une entreprise dans notre domaine, puisque d'abord on a fait ça globalement sur fonds propres pendant à peu près 18 mois. Ce dont on est très fier, c'est notre croissance en termes de clients. Alors on n'est pas une société B2C, on est une société qui travaille plutôt avec des grands comptes, donc on n'a pas des milliers de clients ou 25 000 clients comme d'autres. En revanche, on atteint aujourd'hui nos 200 clients actifs, avec des clients qui déploient notre solution, qui paraît pourtant quelque chose d'assez expert quand on parle de machine learning et d'analytique avancée, qui les déploient sur des centaines d'utilisateurs.
On a chez General Electric ou chez Unilever plus de 500 utilisateurs qui utilisent nos technologies pour mettre au point des modèles prédictifs ou des analytiques avancées. On a à peu près sorti une version par an, alors on ne s'engage pas sur les sorties de nouvelles versions, mais quand on regarde, on voit quand même un pattern émerger. Vous regardez, chaque année, on a une nouvelle version avec des évolutions relativement conséquentes. Au début, c'était vraiment être capable de faire du code et de l'analyse visuelle en même temps dans un même outil. Après, on a poussé sur la collaboration en real-time et être capable de mieux exploiter les infrastructures type Spark. Et on vient de sortir une version 5 qui intègre tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités autour du deep learning, qui pour l'instant était quelque chose qu'on voyait comme étant très, pour les grandes entreprises, comme étant très prospectif et sur lequel on voit de plus en plus d'applications possibles. Donc on a intégré beaucoup d'éléments autour de la containerisation et de faciliter l'élasticité de l'utilisation des ressources IT et la mise en place de wiki. On a une conférence d'ailleurs qui s'appelle Egg, qui est une conférence organisée par nous, mais qui ne parle pas que de nous, qui parle un peu de nous, mais pas trop. On a fait la première conférence de ce type à New York l'année dernière. On va avoir la première conférence de ce type à Paris dans quelques semaines. N'hésitez pas à aller sur le site web pour voir à quoi ça ressemble. Quelques-uns de nos clients, un élément important pour nous, c'est qu'on est agnostique en termes d'industrie. Donc ça veut dire qu'on a des clients dans tous les domaines. Vous pouvez voir quelques noms qui sont là. C'est un mur de logos. C'est pas forcément très intéressant de regarder le détail. Ce qui est important, c'est de voir que c'est assez large. C'est assez large en termes d'industrie. C'est aussi assez large en termes de géographie. On est présent partout dans le monde. Pour vous donner une idée, en termes de taille de nos clients, on est généralement pour nos deals moyens sur des deals à 6 chiffres et puis sur nos plus gros deals sur des deals à 7 chiffres. Donc ça donne une idée quand même de l'ampleur des déploiements qu'on peut faire sur notre marché. On n'est pas une solution SaaS, et ça nous différencie peut-être beaucoup des solutions que vous avez pu voir ce matin, à savoir qu'on n'offre pas de manager Dataiku DSS nous-mêmes. On fournit Dataiku DSS à nos clients qui peuvent le déployer là où ils le souhaitent. Le déployer on-premise, le déployer sur AWS ou le déployer sous d'autres types de cloud. On n'est pas des fournisseurs de SaaS, mais, et c'est là où c'est assez important, le graphe de gauche est un graphe qui est assez intéressant. Ça explique sur quoi nos clients déploient Dataiku DSS. Et quand on regarde, nos plus petits clients ont tendance à pas mal utiliser des managed cloud, donc type AWS. Nos clients moyens ont tendance à pas encore avoir réussi à faire le switch, de se dire on va basculer sur du cloud, mais ont plutôt tendance à gérer leurs propres infras en interne. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que nos plus gros clients sont le segment dans lequel il y a le plus d'utilisation de services de cloud managés. Donc je pense que c'est une bonne illustration de l'état du marché, de ce qu'on a pu voir comme évolution. Il y a quelques années, ça aurait été extrêmement bas. Mais on voit de plus en plus de grandes sociétés qui se confrontent à tout l'ensemble de problèmes sur la gestion de leurs infras et qui commencent à se dire que les infras managées, c'est peut-être ce qui est le plus simple à utiliser, le plus efficace. Ce qui veut dire que pour nous, c'est un élément très important de concentration, de nous assurer qu'on est capable de servir de manière optimale ces clients qui utilisent des infrastructures comme celle-là. Maintenant, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est la relation avec AWS. J'ai pas suivi le temps du tout, c'est bon? Ok, très bien. On a deux grands pans de relation avec AWS. Le premier, c'est ce que j'évoquais précédemment, c'est comment est-ce que Dataiku peut aider ou faciliter l'utilisation des fonctionnalités mises à disposition par Amazon par ses clients. Je trouvais la présentation de tout à l'heure d'ailleurs assez intéressante sur le nombre de nouvelles features qui peuvent sortir par AWS. On voit que c'est assez exponentiel. Puis il n'y a pas que AWS comme fournisseur non plus. Il y a une vraie problématique d'être capable de tirer au mieux parti des différentes infras qui sont mises à disposition par tout un ensemble d'acteurs. Là-dessus, on se fait un devoir de faciliter l'utilisation de ces services et typiquement des services offerts par AWS. Le deuxième axe, c'est l'axe qui a été évoqué par Nicolas, l'axe de développement d'activités commerciales conjointes sur lequel il y a effectivement une synergie assez naturelle puisque nos clients utilisent AWS, les gens qui utilisent AWS peuvent être intéressés par Dataiku et donc des choses à développer ensemble. Donc je vais vous dérouler un peu l'histoire de comment est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble et où on en est aujourd'hui.
On est rentré assez tôt dans le programme AWS Activate et on n'est pas rentré dans ce programme-là qui met à disposition des crédits pour utiliser des machines sur AWS. On n'est pas rentré là-dedans pour commencer à opérer notre soft dessus, puisqu'on n'est pas un fournisseur SaaS. On est rentré là-dedans et avec grand plaisir parce que ça nous a permis de faire tout un ensemble de tests et d'expérimentations sur des machines sans avoir besoin d'avoir les machines. Donc c'est pour nos propres besoins internes. Pour vous donner une idée intéressante, Dataiku, ça a été fondé notamment par 2 anciennes personnes d'Exalid, qui était un moteur de recherche dans le début des années 2000, qui était une boîte de techno qui était assez intéressante à Paris, puisqu'elle avait réussi à concentrer les talents de ce domaine-là avant qu'il y ait l'essaimage de toutes les startups qu'on voit aujourd'hui. Et chez Exalid, il y avait des data centers entiers qui étaient gérés par la boîte. Et vraiment, on avait des gens extrêmement brillants dont le seul boulot, c'était de gérer les data centers. Parmi ces gens extrêmement brillants, il y en a plusieurs qui sont arrivés chez Dataiku et qui ont tout de suite dit, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est devoir gérer les data centers comme on le faisait chez Exalid avant. Donc, tout ce qu'on peut faire sans avoir besoin de gérer les machines, on préfère le faire sans gérer les machines. Donc, on s'est assez tôt tourné vers AWS pour avoir à disposition la capacité de calcul ou la capacité de développement qu'on voulait avoir, sans avoir besoin de retourner à Villepinte, coller des racks dans les placards, sur les serveurs pour faire marcher l'ensemble. En même temps, si on était content de servir d'AWS, on voulait aussi permettre à nos clients de le faire. Donc on a très rapidement ajouté des connecteurs et la capacité d'aller tirer facilement parti d'infra Amazon type Redshift. Dès 2014, on avait la compatibilité Redshift dans Dataiku. On s'est assez rapidement mis sur la marketplace. Alors on est sur la marketplace en mode de bring your own license, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter Dataiku directement sur la marketplace Amazon. En revanche, vous pouvez accéder à la version gratuite, puisqu'il y a une version gratuite. Vous devez juste générer une licence sur le site de Dataiku. C'est un mode d'exposition qui est assez intéressant pour nous, puisqu'on est sur la marketplace, et c'est aussi éventuellement un mode de déploiement qui est utilisé par certains de nos clients qui veulent déployer sur AWS et donc qui passent directement par la marketplace en ajoutant leur propre licence. On a poursuivi notre intégration. Dès 2015, on a géré IMR. Ni vraiment d'un côté, ni vraiment de l'autre. On a assez rapidement, dans la même logique que ce que j'ai dit précédemment, décidé que on voulait minimiser la gestion des infras en interne. Et donc, même si on n'opère pas Dataiku nous-mêmes, il y a certains cas spécifiques dans lesquels on veut mettre à disposition une plateforme fonctionnelle. C'est ce qu'on fait par exemple pour les trainings. Quand on a un ensemble de personnes qui vont tester Dataiku et apprendre à servir de Dataiku, on va leur mettre à disposition une instance qui fonctionne. C'est ce qu'on fait aussi pour les éditions de tests. Vous pouvez aller sur le site Dataiku et déclencher un test de Dataiku pour 15 jours ou une instance de Dataiku complète et fonctionnelle est mise à votre disposition. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait sur AWS parce qu'encore une fois, on ne voulait pas gérer le hardware. Et donc, même si ce n'est pas quelque chose qu'on vend dans le cadre de nos services, on a développé tout un ensemble de scripts et d'automatisation pour être capable de déployer et de manager de manière automatique Dataiku sur le cloud d'Amazon. La compétence machine learning d'AWS, c'est quelque chose qu'on a depuis 1 an maintenant, si mes souvenirs sont corrects. Il me semble que c'était octobre ou novembre dernier. Ça a aussi été un élément important pour nous. Ça nous a offert de la visibilité. Donc, on est sur le site web d'Amazon dans la partie expert en machine learning. On a aussi été présent à un grand événement à Las Vegas, si je me souviens bien, l'année dernière. Exactement, à reInvent, exactement, pour être introduit en tant que spécialiste du machine learning. Alors après, pour être complètement transparent, on n'est pas les seuls. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est là-dedans, dès qu'une personne veut faire du machine learning sur Amazon, c'est nous qui vont venir voir, parce qu'il y a une liste d'une dizaine d'acteurs relativement importants là-dedans. Amazon elle-même d'ailleurs propose un ensemble de solutions autour du machine learning, mais au moins ça permet d'être dans la vitrine et que les gens comprennent qu'on a beau être une société qui est moins française aujourd'hui, mais qui était française à la base, on reste une société sérieuse qui est reconnue pour son talent. On a récemment mis en place dans Dataiku une innovation technologique assez intéressante qui est la gestion dynamique des clusters IMR. Donc ça veut dire que vos clusters de calcul, vous n'avez plus besoin de les avoir préactivés pour vous en servir avec Dataiku. Ils peuvent être mis en route et désactivés de manière dynamique en fonction des calculs que vous avez besoin de faire. Ah, ça, si. Attendez. Voilà, c'était celui-là, on y est. Je suis en avance de phase. Il y a 2 écrans devant moi, il y en a un qui est en avance dans le temps. Je me suis un peu perdu, excusez-moi. Le partner network, qui a été évoqué par Nicolas tout à l'heure. Donc c'est quelque chose sur lequel
Pour être honnête, on en est encore un petit peu à nos balbutiements, au bon fonctionnement avec Amazon. Ça nous a pris du temps de trouver le bon rythme, notamment pour aligner les bonnes compétences de notre côté avec les personnes côté Amazon, puisque Amazon, c'est une grande société où il y a un certain nombre d'interlocuteurs différents. De même, de notre côté, on n'était pas nécessairement assez mature pour bien s'aligner en termes de partenariat et d'alliance. L'équipe s'est beaucoup structurée. Franck Baudet, qui est notre responsable des alliances dans la salle, l'équipe s'est beaucoup structurée autour des partenariats. Et donc aujourd'hui, on sent qu'on est dans une phase, pas de démarrage, mais on va dire de démarrage sérieux, de concrétisation de la relation de partenariat avec Amazon, avec la capacité d'aller adresser ensemble des grands comptes qui souhaiteraient déployer Dataiku sur Amazon. Côté technique, on vient d'annoncer dans la release 5.0 la capacité de gérer la containerisation sur Amazon Elastic Kubernetes Services. Donc si vous avez un besoin chez vous de faire du déploiement sur des conteneurs de calcul complexe de machine learning, vous pouvez le faire de manière simplifiée avec Dataiku. Et enfin, dernier élément, on retourne à reInvent cette année, si mes souvenirs sont corrects, en novembre. Donc on sera présent avec de la visibilité pour l'intégralité des partenaires et des interlocuteurs d'Amazon. Donc voilà en gros pour l'histoire. Vous voyez que ça s'est fait dans le temps. Ça fait quand même 5 ans qu'on travaille avec Amazon. On voit une nette accélération et sur les relations techniques et sur les relations commerciales avec Amazon. Encore une fois, comme je l'évoquais, j'ai essayé d'être assez transparent. Je pense qu'on partage tous cette envie de transparence. C'est un travail conjoint important d'aligner un vendeur de soft avec un éventuel distributeur ou avec un partenaire comme Amazon. Donc ça nécessite un investissement des deux côtés. Ça nécessite d'y passer du temps, mais il y a un ensemble d'infrastructures qui sont en place qui peuvent vous aider à accélérer votre développement commercial si vous y passez le temps et l'énergie qui sont nécessaires. Voilà, je vous remercie. Merci Romain. Alors, juste avant que je saute à Marketplace, est-ce qu'il y a parmi vous des entrepreneurs et des entrepreneuses qui font partie du programme AWS Activate? Et est-ce qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'Activate? Très bien. Alors on va recommencer par là. On va faire un pré-slide avant ce slide-là. Donc AWS Activate, c'est le programme d'AWS pour les startups. C'est par là que vous pouvez commencer à entrer en relation avec nous, si vous le souhaitez évidemment. AWS Activate, ça fournit un certain nombre de choses aux startups, souvent early stage. D'accord ? Donc des startups jeunes, si vous venez de monter votre boîte ou si vous êtes une petite équipe, c'est vraisemblablement par Activate qu'il faut commencer à entrer en relation avec nous si vous le souhaitez. De quoi s'agit-il ? C'est très très simple. Avec AWS Activate, vous allez bénéficier d'un package de crédit AWS. Donc on va vous donner un certain nombre de dollars d'AWS offerts. Donc ça va vous permettre de ne pas payer votre cloud pendant quelques mois, voire parfois quelques années, selon le type de package dont vous bénéficiez. Ça veut dire qu'il y a différents types de packages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en fonction de votre niveau de consommation et puis de la taille de la boîte, évidemment, vos besoins ne sont pas les mêmes. Et ça ne sert à rien de vous donner tout de suite 100 000 $ de crédit si vous dépensez 300 $ par mois et que ça ne va pas beaucoup bouger dans l'année qui vient. Donc notre but à nous là, c'est vraiment de vous aider à ne pas vous poser de questions financières sur le démarrage dans le cloud pendant les premiers mois ou parfois même les 2 premières années où vous démarrez votre activité tant que vous n'avez pas encore de cash, tant que vous n'avez pas levé des fonds, etc., etc. Donc comment on fait ? C'est très simple. Soit vous êtes dans un incubateur et selon toute vraisemblance, votre incubateur peut vous fournir AWS Activate. D'accord ? Si ça n'est pas le cas, ou si on ne vous en a pas parlé, allez voir la personne qui gère votre programme d'incubation. 9 fois sur 10, il a juste oublié de vous en parler, ou elle a juste oublié. D'accord ? Si il vous dit « j'ai aucune idée de ce que c'est », à ce moment-là, c'est pas compliqué. Vous venez me voir tout à l'heure sur le stand et je vous donnerai un point de contact. D'accord ? Avec ça, vous pouvez démarrer tout de suite avec un premier ticket de 1 000 $ d'AWS offert. Et on vous demande rien, il n'y a pas d'engagement, c'est pas un contrat entre vous et nous, on vous aide à mettre le pied à l'étrier, c'est tout. Et puis, si donc vous allez dans un incubateur qui porte ces offres, vous allez pouvoir bénéficier peut-être d'un premier ou d'un deuxième ticket d'un montant de 2 500, 5 000 ou 10 000 $ sur 1 ou 2 ans, en fonction de l'offre qui est portée par l'incubateur et puis en fonction de vos besoins aussi. Et puis après, peut-être vous allez lever des fonds. Et à ce moment-là, quand vous êtes chez un des principaux fonds d'investissement français,
Je ne sais pas si je le pointe tout de suite, mais il y a des investisseurs dans la salle, là, donc regardez bien les couleurs de badge. Si vous êtes par exemple chez Caporn Invest, pour ne parler que d'eux, vous pouvez bénéficier d'un gros ticket d'AWS offert jusqu'à 100 000 $ sur une année. Donc là, on vous paye votre cloud pendant 1 an, pendant toute votre phase d'accélération. Et puis on vous donne en plus du support technique. Donc vous avez accès à notre support technique premium. Et puis on vous donne aussi des conseils. Donc les gens que vous rencontrez ici, qui sont nos architectes techniques, en fait, ils passent leur temps à discuter avec les startups sur le marché pour les conseiller sur leur architecture, pour discuter roadmap produit, comment faire pour aller le plus vite, comment faire pour que ça coûte le moins cher, comment faire pour que ce soit toujours sécurisé. Et puis, quand la dynamique commence à se mettre en œuvre, c'est là où ça devient intéressant d'envisager ces dynamiques de go-to-market avec nous. Quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer à discuter APN. Quand vous êtes Partner Network, quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer à discuter AWS Marketplace. Quand vous êtes prêt, vous pourrez commencer à discuter Amazon Launchpad, qui est notre programme notamment pour les produits grand public. Voilà, d'accord. Donc c'est vraiment comme ça que je vous conseille d'envisager les choses. Commencez par Activate. Mettons en place la bonne infrastructure qui va vous permettre de poser les fondations pour demain pouvoir devenir le prochain Payfit, le prochain Dataiku, le prochain HubSpot. D'accord ? Alors, justement, une fois qu'on a fait tout ça et que la dynamique de marché commence à se mettre en route, AWS Partner Network, on en a parlé, et puis AWS Marketplace. Marketplace, comme son nom l'indique, un petit peu comme sur Amazon.fr, c'est une marketplace dans laquelle tous les clients d'AWS dans le monde entier peuvent directement, à partir du portail AWS, accéder à des solutions qui sont proposées par des éditeurs et des startups du monde entier. Donc vous avez la possibilité de faire référencer votre produit dans AWS Marketplace. Le grand intérêt, c'est quoi? C'est que pour votre client, la mise en œuvre de votre solution à travers le Marketplace est simplissime. Et ça se fait à la demande. Et si votre produit s'y prête, il n'y a même pas forcément besoin d'intervention de votre part. Donc en termes de coût des ventes, c'est extrêmement efficient. Vous êtes dans un catalogue qui regroupe à peu près 1400 éditeurs dans le monde, évidemment avec des catégories de produits différents, etc. etc. Donc la mise en avant de votre produit, elle se fait dans votre catégorie, dans le listing des offres qui sont pertinentes, etc. etc. Il y a un peu plus de 4000 produits qui sont aujourd'hui accessibles à travers AWS Marketplace. Et en termes de business model, on supporte une vaste gamme de business models. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous faites comme Dataiku. Donc vous dites, vous avez la version d'essai ou la version gratuite sur AWS Marketplace. Et puis si vous souhaitez passer en version payante, il vous suffit de générer une licence, par exemple sur notre site web, sur le site web de Dataiku. D'accord ? Ou au contraire, vous mettez une version d'évaluation avec possibilité de passer en payante directement depuis Marketplace. Donc vraiment là-dessus, c'est très flexible. La facturation est très simple. Le client paye votre produit à travers sa facture AWS. D'accord ? Donc vous n'avez même pas la facturation à gérer. Nous, on vous reverse le montant des ventes moins la commission AWS. Okay. Disponible partout dans le monde. Donc on opère aujourd'hui 16 régions sur la planète. Je vous mets en contact avec Marc qui gère AWS Marketplace. Il vous expliquera tout ça. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a aujourd'hui 170 000 clients dans le monde qui utilisent des produits à travers Marketplace. Donc c'est ça l'intérêt. Donc voilà. Et pour vous donner une idée, c'est presque un demi-milliard d'instances de calcul déployées à travers Marketplace. Donc c'est une solution de go-to-market qui est en train de se déployer. On est en train aussi d'ajouter des fonctionnalités, de supporter de nouveaux business models et d'étendre la gamme de services qu'on peut fournir à travers Marketplace. Ce qui est intéressant évidemment, c'est la taille, l'échelle et la simplicité d'accès à la base client AWS. Ça c'est évidemment le point clé pour vous. Pour le client, le vrai bénéfice, c'est la simplicité de mise en œuvre, encore une fois, parce que j'ai pas besoin d'aller installer des trucs à la main, j'ai pas besoin d'aller sur plusieurs sites ou d'appeler un tel pour mettre en œuvre mon produit. Tout ça se fait à travers Marketplace. Ça dépend des produits, d'accord ? Évidemment, ça dépend de votre solution, mais c'est possible. La facturation se fait à travers la facturation AWS, encore une fois, donc c'est très léger en termes d'admin.
Et puis ce qui est très intéressant aussi, il y a deux choses. C'est que si vous travaillez sur des gros deals avec des grands clients, exemple Dataiku, tout à l'heure, il en parlait, il y a deux choses qui sont très intéressantes. La première chose, c'est qu'on vous donne la possibilité de faire ce qu'on appelle du private pricing. Vous avez un très gros deal, et ben ça ne va pas être le prix public du web. D'accord ? Donc ça va être le prix que vous allez négocier avec le client. Il y a beaucoup de startups qui font du pricing client par client. C'est pas, c'est rien de révolutionnaire. D'accord ? AWS Marketplace supporte ça. D'accord ? Donc vous n'êtes pas pris dans une machine qui vous force à avoir un prix public, etc., etc. Encore une fois, on supporte votre business model. D'accord ? Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a mis en place un contrat de licence utilisateur final type. D'accord ? Et ce contrat de licence utilisateur final, on l'a construit en fait avec d'un côté des grands éditeurs et des grandes startups et de l'autre des grands clients, mais des grosses boîtes, vraiment les boîtes du CAC 40 et puis surtout des boîtes américaines de très très grosse taille. D'accord ? Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'en fait, cette question des droits d'usage et des termes, c'est toujours une question qui est assez problématique, surtout pour les startups. Si vous voulez signer un deal avec Total, la dimension juridique des termes du contrat, elle peut prendre beaucoup de temps. Donc on a essayé de vous aider à industrialiser ça en créant des conditions types qui sont des conditions de bon sens et puis surtout qui ont été approuvées par des grands acteurs du marché. Et dans ces cas-là, donc c'est référencé en ligne, on a aujourd'hui une quarantaine de grands clients mondiaux qui ont approuvé ces conditions-là. Si vous utilisez ça, c'est préapprouvé chez ces clients-là. Et puis si vous l'utilisez pour d'autres clients, il est très vraisemblable que 90% du travail du coup soit déjà fait. C'est des contrats, c'est vraiment des termes sans surprise, ni pour l'éditeur, ni pour le client. Donc voilà, donc ça c'est intéressant parce que ça peut vous permettre d'accéder à des tailles de deal supérieures que ce qu'on peut faire tout seul dans la nature. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Romain l'expliquait, ils étaient sur scène à re:Invent l'année dernière. C'est pas les seuls. Une grosse partie de notre travail ici, c'est de faire en sorte que les startups avec lesquelles on travaille gagnent en visibilité. D'accord ? Et donc, évidemment, HubSpot, Dataiku aujourd'hui, les 3 startups qui étaient là pendant le keynote. Datadome, qui est une des startups françaises qui est aussi enregistrée sur AWS Marketplace, qui fait une solution de sécurité. Donc eux, ils analysent, ils protègent les sites web contre les robots qui polluent le trafic de votre site web. S'il y en a parmi vous qui font un peu d'audience web, je pense que vous savez de quoi je parle. En gros, la moitié de l'audience, c'est des robots qui sont juste là pour faire des sondes ou des trucs comme ça, donc c'est de la fausse audience, entre guillemets. Datadome, il vous protège contre tout ça, et évidemment aussi contre les mauvaises intentions, parce que derrière, il y a des robots qui sont neutres, puis il y en a qui le sont moins. Et eux, ils étaient sur scène. Donc, re:Invent, pour vous donner une idée, c'est 25 000 personnes. Donc, tout l'écosystème clients et partenaires d'AWS dans le monde. Donc, et boum, Datadome, Dataiku et puis d'autres startups qu'on met en avant comme ça. On a aussi beaucoup d'événements en France, on en a un petit peu partout en Europe, donc ce sont vraiment des opportunités de visibilité qui sont très intéressantes. Si vous avez des questions sur AWS Marketplace, je vous invite juste après la session, si vous me permettez, alors, on ne prend pas les questions tout de suite, mais Marc, il est juste là, si tu veux bien te lever, c'est l'homme de la situation pour AWS Marketplace, il sera sur le stand juste derrière, n'hésitez pas à aller le voir. J'en parlais, on fait aussi plein d'événements et d'actions en local pour les startups avec lesquelles nous travaillons. Je prends 3 exemples. Le premier, tout début juin, on a organisé à la BPI un événement de mise en relation entre 15 startups qui éditent des solutions marketing et des grands groupes français. C'était PSA, SEB et Crédit Agricole. Et 15 startups. Donc là, c'était vraiment du speed dating entre le CDO du grand groupe et les entrepreneurs pour présenter leurs solutions et éventuellement derrière, évidemment, voir s'il y a du business à faire. C'était ça l'idée. On organise aussi tous les ans un AWS Summit, qui est un petit peu la version française de re:Invent. Donc il s'agit de quoi ? Il s'agit de réunir l'ensemble de notre écosystème français, tous nos partenaires, tous nos clients. Et cette année, on avait 21 startups qui exposaient et qui participaient aux sessions un petit peu comme aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est 100% startup. AWS Summit, c'est pour tous nos clients, quel que soit le type d'entreprise, quel que soit le marché sur lequel ils opèrent. Donc là aussi, on a des opportunités de mise en avant.
l'année prochaine, 2019, on aura un AWS Summit. Donc on cherchera à nouveau des beaux use cases techniques, on cherchera des belles histoires business à mettre en avant. D'accord ? Donc gardez ça en tête. En général, c'est au mois de juin, AWS Summit. Et puis on organise aussi des campagnes marketing. Donc là, vous avez par exemple le cas de Tiny Clues, qui est une très belle start-up française, et qu'on a mis en avant dans une campagne à travers un e-book interactif, donc un livre électronique. Et parmi 25 entrepreneurs et investisseurs européens, Tiny Clues a été une des startups françaises qui a été mise en avant. Et donc ce livre électronique, on l'a distribué à travers nos réseaux sociaux, à travers une campagne média qu'on a organisée, de manière à faire savoir les belles histoires d'entrepreneurs qui participent à la vie de l'écosystème. D'accord ? Donc ça, ce sont des opportunités aussi pour vous, potentiellement. Activate, on commence à avoir une traction de business, on crée la relation avec AWS, et puis on peut participer à ce genre d'opération, et puis peut-être aller sur reInvent, etc., etc. Je vais maintenant passer la parole à Gary Corcoran. Ça va être une partie en anglais, d'accord ? Et puis ensuite, on rebascule en français. Gary, you're welcome to join. Thanks, Nicola. Hi, everybody. Hopefully, I see a lot of worried faces. You can understand my Irish accent as we get through it here today. If you can't understand me at any point, just shoot your hand up so I can slow down to make sure that you can keep with me. Oh. Hold on. No. Technical difficulty. Getting there. Sorry. Yeah. So just while the guys are getting the presentation, how many here are using HubSpot or know what HubSpot is? Whoa. Yes. Was there more hands than AWS there? Okay. Cool. Good to go. So you guys have heard this morning a lot about how do you build on AWS. What I'm going to talk about today is how do you grow with HubSpot. So building and scaling using AWS and growing customer usage and revenue using HubSpot. So my name's Gary Corcoran. I'm a BDM, or a startup manager, on the HubSpot for Startups team. The HubSpot for Startups mission is to help startups grow better. So help millions of startups around the globe grow better. And how we do that is through startup-friendly pricing, as well as through access to the startup team to help you with resources to ensure that you guys are successful consistently using our products and services. So today I'm going to make a statement that it's never ever been easier to start a company. The cost of entry has never been lower with programs like AWS Activate, HubSpot for Startups. You can pretty much get started with an online business in 2 days or less if you're more efficient than I am. But given the barrier to entry is so low, it's now never been harder to grow and scale a business. So getting in front of the customers and potential buyers that you guys want to cut through the noise has never been harder because of the amount of businesses and offers and software that's available to people today. HubSpot, if it wasn't for AWS, HubSpot would not be where it is today. HubSpot today went from 0 to 50,000 total customers globally today, of all shapes and sizes. So from startups like yourselves to big corporate and enterprises use HubSpot's platform today. Additionally, we're in over 100 countries and we have offices in 8 locations. The good news that I get to announce to you guys today is the 9th office is in Paris and it will be opening in Q1 in 2019. Yay! So by the claps, I'm assuming everyone can still understand what I'm saying, which is good. So today, as we think about how do we grow and scale a business, ultimately, we're looking to build on Amazon, but to really grow and get customers on board, we need sales and marketing to generate awareness and knowledge of our products and services.
The problem with that today is there's a huge trust issue with believing what salespeople or marketers are telling us today. Okay, so how do we get around that problem? Good news, they trust us more than politicians, so that's successful. So essentially, when we think about how do sales and marketing people get around this issue, the answer today is through word of mouth. So if you guys think about today, how much you trust in your peers or your friends or your family when making purchasing decisions. So in order to get that microphone of your customers out there to the audience, you have to focus and make sure that your customer experience is always optimal at your marketing messaging, with your sales experience, and ultimately when they actually begin using your products and services, is that you are delighting these customers so that they're open to going around and talking to other people just how good your products and services are. I'd say you all know this man that we have up here on the screen. So when we think about how successful Amazon has been at building the #1 company globally, Amazon has put, and we listened to Cheyenne the other day, one of the BDMs, to say Amazon has a principle of customer obsession. So sometimes Amazon put you guys as the customers ahead of their own interests and needs. And this, like I say, we can all attest to, has worked very well for Amazon. By putting you guys at the heart of everything they do, it has enabled them to grow and scale, but it has also enabled that you guys are now the marketers for Amazon by talking about just how good their products and services are. Introducing HubSpot's growth flywheel. A little bit different, but on the same premise of delighting customers. HubSpot focuses on making customers be successful, because when our customers are successful, we are successful. So there's 3 core components to our flywheel. So before we jump into the flywheel, when we think of the world of old, it was all about the funnel. The funnel was getting people to visit our website, getting traffic in, getting our sales team to engage with that traffic, and ultimately just getting a customer as a byproduct of these actions. When we think of the flywheel now, it's really about keeping that loop going, that not only are we attracting people to our products or services, we're engaging with them in the way that they want to be engaged with. And then once they become a customer, it's about delighting those customers. And once we delight those customers, as we said, they will begin to talk about and promote our products and services for us. So when we begin to have other people deliver our message, that's really when the flywheel starts to happen. It takes a bit of time to get the flywheel going, but once it does, you guys will start to see the success of other people's delivering your message for you. So when we think about, again, building on Amazon and growing with HubSpot, in order to grow with HubSpot, we use our growth platform. So some of you guys, as you put your hands up, are probably using one or all of these services. So HubSpot's platform and the foundation of everything we do flows into our free CRM. So our free CRM gathers all of the data and lead intelligence that your customers or prospects are leaving you on a day-to-day basis. What sits on top of the CRM is that full end-to-end customer experience. So from your marketing to your sales to your customer support, you can see all of the data from when someone first came to your website to when they finally became a paying customer. And hopefully throughout that process, you can continue to optimize your processes to get more people and as many people and as quickly as possible to go from visitor on the website to potential customer. So the Marketing Hub has all of your content, social, and automation tools to drive awareness to your business. Your Sales Hub has all of your tools to drive a more effective and efficient sales process. And then finally, our Service Hub enables you to best guide your customers to be successful with your products and services. As we said, the CRM enables you to manage the visibility of all of your customer data. So if you wanted to see
what platform or when they first came and engaged with your product or service, to what ultimately led them to become a final paying customer. You can see all of that through the power of the free CRM. So if you guys have no customers yet, you can still get set up for free on the CRM. Or if you guys have tons of customers, you can also get set up on the CRM too. We have our marketing hub, as you can see on the screen, our content or our social tool to enable you to drive more awareness to the great products that you guys are building, hopefully with AWS, to drive that awareness and usage of your products and services. Our sales hub enables you to engage with people on their terms. How many people in the room here like to be sold to? Okay. So no one likes to be sold to. So what we want to do is to make sure that we sell to people on their terms so it doesn't feel like a sales process. So we're constantly adding value. So our sales hub enables you with tools to do that, to meet people on their terms. And then finally, to close the loop, is our support or our service hub, which enables you guys to constantly keep a pulse on your customers to make sure that you're not just building for your customers today on AWS, but you're building for your customers tomorrow. So you guys will continue to innovate and be successful using both platforms. To finish up today, hopefully we still have everyone who can understand. So with HubSpot for Startups and AWS Activate, I know Nicola had said who was using AWS Activate. For anyone who currently is, you guys will be able to build on Amazon and grow with HubSpot with some startup-friendly pricing and access to myself and my team for any resources or help you need to guide you through that process as well. So thanks very much, guys. I'll hand you back to Nicola. Donc, vous voyez, une méthode de go-to-market avec AWS un peu innovante. Ils font carrément une offre pour les startups qui sont dans AWS Activate. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en œuvre avec d'autres offres. Donc, HubSpot est un des pionniers dans cette activité-là. Mais on va bientôt ajouter d'autres produits dans le catalogue et ce sera lancé officiellement en France dans le courant de l'année 2019. Donc vous pouvez déjà en bénéficier, mais il n'y a pas encore ni de pub, ni d'email, ni quoi que ce soit sur ce sujet. D'accord ? On est vraiment en train pour l'instant de piloter, on est en pilote. On a un MVP d'offres partenaires Activate. D'accord. Can we switch back to the first presentation? Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui fabriquent des produits physiques qu'ils voudraient vendre potentiellement sur Amazon.fr? Ou est-ce qu'on peut zapper cette partie-là? On peut zapper, d'accord, ok, super. On va gagner un peu de temps. Je suis désolé, on est un poil en retard. Alors ça dépend si c'est des livres, par exemple, ou si ça peut se consommer sous forme de livres électroniques, ça peut se vendre sur Amazon aussi. Donc, alors on est retourné au tout début. All right. Okay, yeah, allez-y. Franchement. Encore. Hop, encore. Ah, voilà, un petit peu. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui font des choses autour de la voix? D'accord, donc il y a quelques... Je vais aller vite. On n'a pas d'activité d'investissement chez Amazon, donc dans tout le groupe Amazon, pas seulement AWS, sauf sur la voix. Donc on a un fonds d'investissement dédié aux technologies de voix, puisque vous savez qu'on fait Alexa, qui est l'assistant vocal le plus largement répandu sur le marché aujourd'hui. Et donc on a créé un fonds d'investissement spécifique pour aider les startups à développer des produits et des services autour d'Alexa. Et ce fonds d'investissement, il a eu un premier volet de 100 millions de dollars et l'année dernière, on a rajouté 100 millions de dollars supplémentaires en l'étendant aussi au monde entier. Sachant que grosso modo, c'est États-Unis, enfin Amérique du Nord, Europe et Asie principalement. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant là, c'est que on investit dans tout type de start-up, B2B ou B2C, qui créent de la valeur autour d'Alexa. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai la possibilité de faire interagir de manière riche mon service avec Alexa. Exemple, pouvoir écouter Spotify à partir d'Alexa. Mais il faut un niveau de fonctionnalité assez élevé. Donc j'utilise le SDK, j'ai des fonctionnalités spéciales, une super expérience à travers Alexa. Ou bien j'embarque des technologies Alexa dans mon produit
Donc on a par exemple des fabricants de robots en France qui embarquent les technologies Alexa pour pouvoir interagir avec le robot par la voix. Donc là, vous n'êtes pas dans un Alexa Echo, ce n'est pas le produit que vous avez acheté chez Amazon, vous achetez le produit chez la startup, et dans le produit, il y a Alexa pour interagir avec le robot. Sans qu'on vous dise que c'est Alexa, hein, vous parlez au robot, simplement. Et puis, tout un tas de gammes de produits, ça peut être de la domotique, ça peut être des produits pour l'entreprise, par exemple des assistants de gestion de réunion ou de choses comme ça, ou de salle. Voilà, donc à partir du moment où vous faites quelque chose qui tourne autour de ça, on peut potentiellement être intéressé à investir à travers ce fonds Alexa. Ce qui est intéressant, c'est que systématiquement, quand il y a investissement, il y a accélération. Donc on a créé un programme spécial avec Techstars, qui est un des programmes d'accélération leader dans le monde, spécifiquement pour les startups dans lesquelles on investit sur la voie. D'accord ? Donc c'est un package complet qui n'est pas simplement de l'equity en cash, c'est du cash plus de l'accélération et de l'aide. Des questions là-dessus ? Rien du tout ? Ok. Donc voilà, donc on est quasiment pas à l'heure. Je vous remercie de votre attention. Encore une fois, je vous conseille, si vous démarrez avec nous, démarrez par Activate. Quand la relation s'installe, commencez à penser à AWS Partner Network. Si vous fabriquez des produits physiques vendables sur AWS, on a un programme spécial qui s'appelle Launchpad, j'en ai pas parlé, qui permet d'avoir et des conditions favorables et de l'aide pour l'onboarding sur Amazon.fr, avec une catégorie spéciale pour les produits de nos startups, etc., etc. Donc il y a une visibilité particulière. Si vous faites du grand public, ça se sait pas trop, mais la régie publicitaire Amazon est devenue la seconde régie publicitaire sur le web, après le numéro 1 que tout le monde connaît. Et toucher l'audience des clients Amazon aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a ouvert à l'ensemble des annonceurs. D'accord ? Donc si vous voulez un jour faire de la pub en ligne, vous avez la possibilité de le faire sur Amazon.fr, sur Amazon.co.uk, sur Amazon.de ou sur Amazon.com. Ce qui est aussi une possibilité d'audience extrêmement importante. Je vous remercie de votre attention. On a plein de super sessions à suivre sur le recrutement, sur la culture d'innovation et sur cycle de vente grand compte, toujours dans cette salle. Très bonne journée à tous.